En physique quantique, la loi d'interdépendance est une grande originalité du monde quantique que les physiciens ont découvert. Le premier qui en a parlé, en fait, c'est Einstein, qui en a parlé en 1927. Ensuite, on a eu le fameux article dit EPR pour Einstein, Podolsky, Rosen, qui est paru en 1935. L'étape suivante de cette grande découverte, c'est en 1964, ce qu'on appelle le théorème de Bell, qui a rendu la propriété testable, la propriété d'interdépendance quantique dont je vais vous parler tout à l'heure. Et la dernière étape, ça a été la preuve expérimentale jugée solide, qui était due à Alain Aspect, qui a fait une expérience en 1982 à la faculté d'Orsay, qui a montré la réalité du phénomène d'interdépendance qui s'appelle en physique quantique la non-séparabilité ou la non-localité ou l'intrication, comme on dit aujourd'hui, ou l'enchevêtrement, comme disent les Québécois. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un phénomène extrêmement étonnant, surtout dans un univers relativiste au sens d'Einstein, qui veut que, je vais prendre un exemple concret, on va prendre deux photons, ces deux photons qui ont été engendrés dans un processus commun, ça peut être ce qu'on appelle une cascade atomique, et donc on va parler de paires de photons jumeaux. Un photon va partir sur la gauche, un autre sur la droite, et nous savons que la lumière, c'est-à-dire la vitesse du photon dans le vide, c'est à peu près 300 000 km/s, donc il n'y a pas besoin d'attendre très longtemps pour que les photons soient extrêmement éloignés l'un de l'autre. Il se trouve néanmoins, ça c'est le formalisme quantique qui a conduit les physiciens à dire cela, et ça a été démontré expérimentalement, confirmé. Il se trouve que ces deux photons restent liés, ce qui veut dire que, supposons par exemple que les photons, alors je vais prendre une comparaison simple, supposons que la physique quantique nous dise qu'un photon, si on le regarde, est soit, on va prendre, c'est juste une image, soit rond, soit carré. Évidemment, les photons ne sont ni ronds ni carrés, mais on va dire qu'ils ont des caractéristiques physiques et supposons qu'ils puissent être ronds ou carrés. C'est une métaphore, une image, mais la physique, la réalité physique est la même là derrière. Et donc mes deux photons partent, et au départ, je ne sais pas s'ils sont ronds ou carrés. Et pour le savoir, eh bien, je vais attraper un photon, celui qui est parti par exemple sur la gauche, et je vais l'observer pour savoir s'il est rond ou carré. Et supposons par exemple que j'obtiens comme résultat que celui que j'ai, donc je l'ai mesuré, et j'ai observé qu'il est rond. L'intrication me dit que si celui-ci est rond, c'est que l'autre est carré. L'autre qui est parti à l'autre bout de l'univers. Alors, on peut dire, ce n'est pas si étonnant que ça, parce que si, par exemple, on était dans un cadre classique, eh bien, on peut imaginer que les deux photons étaient comme on les a observés, c'est-à-dire l'un était rond dès le départ et l'autre était carré. Mais dans le monde quantique, c'est différent, à savoir, il y a quelque chose que l'on appelle le flou quantique, ou qu'on va appeler un état superposé. C'est quoi un état superposé? Eh bien, c'est le fait que tant que je n'ai pas mesuré les photons, aucun n'a un état précis, c'est-à-dire ils sont une espèce de mélange, ce qu'on appelle une superposition. On peut penser que c'est une forme d'addition.
ou de moyenne, est un mélange entre un photon rond et carré. Imaginez, c'est un peu comme le chat de Schrödinger dont tout le monde a entendu parler, qui est ni vivant ni mort, mais une superposition entre les deux. Il est moitié mort, moitié vivant, on ne sait pas trop ce qu'il est, il est dans un état intermédiaire. Eh bien, mes deux photons, tant que je ne les ai pas regardés, sont un petit peu un mélange de rond et de carré. Par contre, quand j'en mesure un, celui que je mesure, c'est comme si je le forçais à prendre position. Et c'est à ce moment-là qu'il va décider de devenir soit totalement rond, soit totalement carré. De même que dans l'expérience, la fameuse expérience du chat de Schrödinger, c'est quand j'ouvre la boîte à l'intérieur duquel le chat est, qu'il devient réellement vivant ou réellement mort. Je dis ça pour ceux qui connaissent le fameux chat de Schrödinger. Quand je mesure un photon, à ce moment-là, il quitte son état de flou et devient précis, soit totalement rond, soit totalement carré. Le problème, c'est que l'autre, qui est à l'autre bout de l'univers, au même moment, d'après la physique quantique, au même moment, va devenir carré, puisque celui que j'ai mesuré est rond. Alors que, auparavant, lui aussi était dans un état superposé, ni rond ni carré. Ce qui veut dire que, parce que j'ai mesuré un photon, j'ai modifié instantanément l'état de l'autre photon qui peut être à des milliards de kilomètres de là. C'est très bizarre. C'est très bizarre parce qu'aucune influence physique connue ne peut expliquer ça. Non seulement ça, mais en plus, vu que les photons vont à la vitesse de la lumière et que la relativité d'Einstein me dit que rien ne peut voyager à vitesse supérieure de la lumière, ça interdit que le photon que j'ai mesuré envoie vite un message à son partenaire, à l'autre photon intriqué, pour lui dire « je suis devenu rond, deviens vite carré ». Alors c'est ça l'intrication quantique, c'est-à-dire je modifie quelque chose ici et maintenant, et ça va modifier autre chose instantanément, éventuellement à l'autre bout de l'univers. C'est très bizarre. Et pourquoi cela? Alors, on comprend que ce lien, cette interdépendance entre les deux photons n'est pas comprise aujourd'hui. C'est une propriété très bizarre. Il se trouve qu'il y a une explication, et cette explication n'est pas si compliquée que ça. Quel est le problème des deux photons intriqués? Pourquoi réagissent-ils de concert au même moment? Eh bien, la solution n'est pas si compliquée que ça. C'est tout simplement parce qu'ils sont nés dans des conditions telles qu'ils sont porteurs collectivement d'une loi de conservation. Ils sont porteurs d'une loi de conservation collective. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que la nature et les conditions dans lesquelles ils sont nés, leur gémellité, fait que la nature va imposer que si l'un est carré, l'autre sera rond et réciproquement. En somme, la loi de conservation collective me dit que je ne peux pas avoir les deux qui sont ronds et je ne peux pas avoir les deux qui sont simultanément carrés. C'est-à-dire dans le couple, le photon A et le photon B, eh bien je dois avoir une fois rond et une fois carré. C'est ça la loi de conservation. Cette loi n'impose à aucun d'être ni rond ni carré. Elle l'impose seulement que si l'un est rond, alors l'autre est carré et réciproquement. Et c'est pourquoi quand l'un va devenir rond ou carré, eh bien l'autre sera obligé, si l'un est rond, l'autre est carré, et ainsi de suite, et réciproquement. Où est le problème? Eh bien le problème, c'est qu'au départ, aucun des deux photons n'est ni rond ni carré. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je rappelle que chaque photon, au départ, est dans un état flou, et cet état flou, qui est une particularité quantique, signifie qu'aucun des deux n'est ni rond ni carré.
Ils sont une superposition des deux et ça implique que la loi de conservation collective, au départ, n'est pas réelle, elle est virtuelle. C'est-à-dire, elle est inapplicable. Alors, ça confronte la nature à un gros problème. Elle énonce d'un côté une loi de conservation collective et de l'autre côté, cette loi de conservation collective n'est que virtuelle au départ, c'est-à-dire elle est inapplicable. Et le problème, c'est qu'elle ne deviendra éventuellement applicable qu'au moment où l'un ou l'autre des photons va prendre une forme précise, carré ou rond. Or, quand il prendra cette forme précise, l'autre sera peut-être à l'autre bout de l'univers. Et comment la nature peut-elle s'en sortir? Elle ne peut pas passer par une interaction physique normale, car cette interaction n'a pas une portée qui lui permet de modifier simultanément l'état des deux photons. Il faut qu'elle invente autre chose, et cette autre chose, c'est justement l'intrication qui fait appel à d'autres principes que la physique normale. Voilà, c'est ça un peu l'interdépendance quantique. De là, on peut déduire quelque chose d'intéressant, c'est que si on prend les particules, on va les comparer cette fois-ci à des perles et on va assimiler la relation d'interdépendance ou d'intrication entre elles à des ficelles. Et comme chacun sait, avec un groupe de perles et de ficelles, on peut faire des figures, on peut mettre des structures. Par exemple, vous pouvez, avec des perles et des ficelles, vous pouvez créer un collier, vous pouvez créer un objet en forme d'étoile, de papillon, de fleurs. Hein, on achète parfois dans des magasins d'artisanat de très belles choses faites avec des perles et des ficelles. Eh bien, cette idée, ces perles et ces ficelles et les structures que l'on peut fabriquer à partir d'elles me disent que j'ai là la possibilité de créer un nouveau type d'information. Et j'appelle ça d'ailleurs l'information suprale. Donc la physique quantique, par sa relation, par sa loi d'interdépendance ou d'intrication, va permettre à l'univers, de façon invisible, puisque l'intrication et les liens d'intrication sont totalement invisibles, d'emmagasiner et de créer un nouveau type d'information. Et ça a des conséquences absolument extraordinaires, non exploité aujourd'hui, car on n'a pas totalement compris ce qu'est ce lien, de quelle nature est ce lien d'intrication. Voilà.